Pascal. Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui, on va pouvoir discuter un peu de ta pratique et de toute la palette de couleurs que tu as. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au corps? Ah oui, alors ça c'est une histoire qui est un peu longue et personnelle d'ailleurs. C'est-à-dire quand j'étais petit, j'étais attiré par les étoiles en fait. Je trouvais qu'il y avait une immensité, un absolu qui était fascinant. Je me sentais tout petit et j'avais vraiment l'impression d'un infini. Quand je me mettais face à un ciel étoilé la nuit, en fait, j'avais l'impression de sentir à la fois proche de cet infini et à la fois tout petit. Et donc c'est vraiment un univers qui m'a intéressé, l'astronomie, pas l'astrologie, l'astronomie, etc., le développement des planètes, des étoiles, etc., notre système solaire. Mais en fait, c'est un univers qui n'était pas à portée de main. Et en fait, le corps humain, c'est un univers dans l'univers, mais qui est à portée de main. Et c'est ça qui est intéressant. Donc le corps humain, c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi intuitivement et aussi par mon expérience et par mon histoire, comme étant une possibilité d'accès à quelque chose d'infini, d'absolu et d'universel en fait. Voilà. Donc voilà. Le corps humain, pour moi, c'est un univers à portée de main et c'est ça qui m'intéressait. Et tu trouves que justement, c'est en fait on a comme un macrocosme et un microcosme à l'intérieur du macrocosme, où finalement tout serait interrelié? Ah oui, tout à fait, oui, véritablement. Et encore plus que ce qu'on peut imaginer intellectuellement, c'est-à-dire qu'on a vraiment une dimension vibratoire, une dimension énergétique, une dimension émotionnelle, bien sûr, qui est aussi une dimension vibratoire, et une dimension physique. D'ailleurs, c'est Hubert Reeves qui le disait lui-même, hein, les atomes qui nous composent viennent des étoiles, et puis il s'en retournera après dans le cosmos, une fois qu'on sera sur Terre et que la planète Terre aura explosé dans quelques milliards d'années. Donc, tout ça, c'est les mêmes éléments, en fait, et c'est la même chose, effectivement. Et puis, on a une organisation aussi qui est faite de structures qu'on retrouve aussi, finalement, dans cette analogie. Et puis, d'ailleurs, il y a des traditions qui expliquent que ce qui est l'infiniment grand ressemble à l'infiniment petit. Et effectivement, quand on considère les atomes, enfin, du moins les Grecs anciens les imaginaient et les voyaient comme ça, à savoir c'était des sortes de petites planètes. Bon, maintenant, c'est plus tout à fait pareil, les électrons sont des probabilités de présence, mais voilà, en fait, on a vraiment une similitude et une similarité qui est assez étonnante et assez frappante. Et par exemple, également, dans l'embryogenèse, c'est-à-dire l'évolution du fœtus jusqu'à sa formation humaine, on voit que l'embryogenèse reprend la phylogénèse, c'est-à-dire l'évolution des espèces. C'est-à-dire que l'embryon humain passe par des étapes d'embryon similaires, en bas âge, similaires à des embryons de poissons, par exemple, ensuite de mammifères, ensuite de veaux, etc. On voit vraiment que cette évolution de l'embryogenèse et de la phylogénèse sont assez similaires. Donc on retrouve aussi dans la chronologie, dans la structuration embryologique de l'individu, cette histoire et puis cette communion avec l'ensemble. Ouais. Et du coup, par quelle porte d'entrée tu as commencé à t'intéresser au corps? Qu'est-ce que tu as voulu étudier ou comprendre en premier? La porte d'entrée, en fait, personnelle, ça a été le massage. En fait. Le toucher m'a intéressé, le toucher, justement. Je parlais tout à l'heure du toucher du doigt, l'univers l'univers qui est plus grand que nous, mais cet univers qu'on a. Et donc, ce toucher m'a semblé intéressant. J'avais besoin de rentrer en contact, en fait, je pense. Et avec le massage, j'ai découvert, en fait, j'ai inventé aussi des techniques de massage avec des couleurs, avec des façons de travailler.
Et ça, je l'ai fait avant de me former spécifiquement dans des approches plus classiques, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment le massage qui m'a fait rentrer dans cette sensibilité au corps. Et tu as pu communiquer à ce moment-là avec les corps. Il y a du coup des échanges d'informations, j'imagine, avec tes doigts. T'as des, enfin, quand tu masses, quand tu presses, quand tu étires, il y a une communication qui se fait avec le corps. Alors, la sensibilité par rapport à cette communication s'est fait au fur et à mesure. Ça, c'est venu avec une évolution, j'allais dire, de ma pratique, mais aussi une évolution personnelle. Il y a vraiment les deux qui étaient corrélés. Et là, on retombe justement sur cette notion de globalité, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Ma sensibilité au toucher, elle s'est donc affinée par toutes ces pratiques que j'ai faites, mais aussi toute mon évolution, voilà, tous les moments où j'ai travaillé aussi sur des blessures personnelles ou des évolutions personnelles. Donc oui, effectivement, maintenant, j'arrive à sentir beaucoup plus de choses, même des émotions. C'est paradoxal, mais on peut sentir une émotion physiquement. On peut la sentir. Donc, moi, j'arrive à la sentir physiquement. Voilà. Après, j'avais lu un article quand j'étais jeune d'une aveugle qui avait été interviewée et qui expliquait, enfin, qui arrivait à sentir les couleurs. Alors, ça peut sembler complètement incohérent ou impossible, mais pourquoi pas finalement. Il faut peut-être ouvrir un peu la vision qu'on a justement et cette sensibilité, sachant qu'on a une capacité perceptive qui est très large et qui est sous-utilisée souvent, mais qui est commune à tout le monde, hein, et qui peut être aiguisée ou entraînée et puis développée. Je ne pense pas que ce soit un but en soi de la développer en tant que telle, mais en fait, par les circonstances de la vie, par ses aspirations, bah, la sensibilité va forcément émerger et puis se développer. Et puis, voilà. Ça me fait penser qu'on a tous eu un jour une boule dans la gorge. Et cette boule, physiquement, je suis sûre qu'elle n'existe pas. Néanmoins, on la sent. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas ça aussi une des sensibilités, vibrations qu'on peut sentir? Oui, alors là, tu évoques un phénomène qui est effectivement le lien qu'il y a entre toutes les dimensions de l'être, hein, c'est-à-dire le corps physique, sa physiologie, son fonctionnement structurel, hein, qui est décrit par l'ostéopathie par exemple, c'est-à-dire la structure et la fonction et la structure et le lien qu'il y a entre les deux. Mais effectivement, on peut avoir des sensations physiques très fortes, par exemple la gorge, la boule au ventre aussi, ou la respiration qui est figé, ou le dos qui est figé, voilà, et puis des palpitations aussi, des choses comme ça. Et ça, c'est. Alors, effectivement, il y a des paramètres physiologiques, mais à la base, c'est quand même des éléments émotionnels, de stress, ou l'histoire de la personne qui se rejoue dans ses stress, dans ses émotions. Effectivement. Toi, tu as commencé par l'ostéopathie, ton accès du coup à la connaissance du corps. Alors en fait, je me suis formé à la kinésithérapie pour financer mes études d'ostéopathie parce que l'ostéopathie n'était pas reconnue encore à l'époque. Donc l'ostéopathie a été Ça fait longtemps que tu pratiques. Oui, ça fait quand même pas mal d'années que je pratique effectivement. Le massage, c'était même avant la kinésithérapie. Hein, donc le toucher, voilà. Donc ça fait, oui, ça fait une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Voilà. Donc oui, bah, l'ostéopathie, c'était quelque chose que je trouvais assez magique, hein, cette notion de globalité dans le corps, et comment en fait on peut considérer ce que disait Andrew Steele, le fondateur de l'ostéopathie, comment la vitalité de l'être humain peut être retrouvée, mais aussi entravée. Et donc, en fait, ça m'a vraiment fasciné de voir cette notion holistique, c'est-à-dire globale, c'est-à-dire, en fait, comment quelque chose qui est à distance, c'est-à-dire une entorse, par exemple, de cheville, pouvait avoir des répercussions sur les cervicales, ou sur le dos, ou sur l'épaule, ou sur le bassin, et inversement, comment un problème cervical pouvait interférer aussi sur toute la posture et comment, en fait,
on pouvait réguler ça également par une approche manuelle. Et ça, c'était tout à fait fascinant. Ceci dit, ça m'a quand même interpellé parce que je me suis dit, mais pourquoi on reste en dysfonctionnement? C'est-à-dire, quel est l'avantage pour le corps de rester en dysfonctionnement? C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait de hasard, la nature est bien faite d'après moi. Alors après, il y a différentes écoles. Il y a l'école qui va dire, les choses arrivent et nous tombent dessus, et voilà, j'ai été foudroyé, bon, pas de chance. Moi, je suis plutôt du style à dire, tiens, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est pas forcément du hasard, il y a un sens. Après, l'accès à ce sens, là, c'est peut-être un peu plus coton, parce qu'on peut, en fait, glisser vers des interprétations. Ces interprétations, elles peuvent être douteuses. Et surtout, elles peuvent être très subjectives. Mais néanmoins, voilà, plus j'ai creusé, alors je vais revenir à la question, plus j'ai creusé cette notion-là de dysfonctionnement non hasardeux, je me suis aperçu qu'il y avait des choses très très surprenantes, même des accidents de la route qui arrivaient et qui n'arrivaient pas forcément de manière trop saugrenue dans l'histoire de personne. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se rejouait à un certain niveau. On ne va pas trop rentrer dans les détails peut-être ici, mais voilà. Alors par rapport à l'ostéopathie, ce qui m'a interpellé, c'est pourquoi on reste dans ces dysfonctionnements. Quel est l'intérêt du corps? Pourquoi il n'arrive pas à s'auto-réguler, puisque son intérêt, c'est de fonctionner le plus librement possible? Qu'est-ce qui fait qu'on reste bloqué dans un dysfonctionnement? Voilà. Ben, en fait, j'en parlais un petit peu dans la conférence, effectivement, c'était cette notion, voilà, les postures que je vais prendre, c'est-à-dire les conditionnements que je vais avoir, c'est une réponse que moi je fais en tant qu'être à la vie que je mène. Et cette réponse, elle est peut-être juste momentanément, mais pas forcément juste à moyen ou à long terme. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut que je m'adapte au conditionnement familial. Et même s'il est rempli d'amour, etc., il y aura des dysfonctionnements, parce que trop d'amour, par exemple, peut étouffer vraiment l'indépendance, l'autonomie de l'enfant, ou pas assez d'amour peut l'empêcher, cet enfant, de développer une maturité et une estime de l'être. Voilà. Et ça aura une répercussion sur d'autres plans, physiques, mais également psychiques, émotionnels, et puis tout ça. Et donc, on va rester dans des conditionnements, des attitudes, des schémas de fonctionnement qui ne nous permettent plus d'autoréguler. En fait. Ça, l'ostéopathie n'en parlait pas, en fait. Voilà. Et ça, je l'ai plutôt cherché un petit peu par moi-même, également en utilisant d'autres techniques qui m'ont un peu éveillé à des branches un petit peu parallèles, etc. Et du coup, tu t'es aussi intéressé, je crois, à un moment donné, au mal du siècle, le mal de dos. Alors, le mal du siècle, oui, le mal de dos. Ben oui, qui n'en a pas plein de dos, en fait? On en a tous plein de dos, je l'estime. C'est paradoxal, ce mal du siècle, parce que ça tient à la fois à notre, justement, à notre sédentarité, qui paradoxalement augmente. On est assis, avec beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'instruments électroniques, etc., beaucoup plus que nos ancêtres. On est dans une utilisation du corps qui est sous-utilisée. Alors on compense ça avec des activités positives comme le sport, hein, comme des disciplines physiques comme le yoga, les arts martiaux, j'en parle aussi dans la conférence. Mais pour autant, physiquement, le corps s'adapte à ce qu'on lui demande. Ça, c'est une loi aussi. Si on ne lui demande rien, il ne fait rien. Si je vais dans l'espace, en fait, justement, ma musculature va diminuer et puis ma structure osseuse va fondre. Parce que c'est plus intéressant de fatiguer le corps à l'utiliser, à fabriquer du muscle, etc. Donc, le mal du siècle, le mal de dos, oui, aussi, avec l'élément supplémentaire que j'ai constaté qui s'exacerbait, j'allais dire, ces 15-20 dernières années, c'est-à-dire un stress, mais un stress négatif, pas un stress positif, c'est-à-dire un stress, ça peut être positif, c'est-à-dire je dois, j'ai envie, ça pourrait être un stress positif, par exemple, je vais me lever, je dois aller repiquer mes fleurs dans mon jardin,
ça va nécessiter de l'énergie, ça va être fatigant, ça va être entre guillemets stressant, mais je le fais volontiers parce que ça me nourrit, ça me contente. Voilà, ça c'est un stress positif. Mais le stress négatif qu'on a subi, là, c'est une espèce de pression émotionnelle, psychique sur l'individu, en lui enlevant le sens à ce qu'il fait, en lui enlevant également la valeur de ce qu'il fait et la valeur de son travail. Pourquoi je dis ça? Parce que ça s'est traduit notamment, et tout le monde peut le constater, par justement la rémunération que la personne a de son travail, qui est très, j'allais dire, qui s'est amenuisée au fil du temps. Alors oui, dans un plan de carrière, on a une augmentation chaque année, mais est-ce que vraiment le coût de la vie a suivi cette augmentation? C'est pas si évident que ça, hein. On voit quand même qu'il y a une difficulté de redistribution de l'argent, de la richesse, etc. Alors ça, c'est un élément de pression aussi pour l'individu qui va courir, comme l'image que j'ai, c'est l'hamster qui est dans sa roue et qui court, simplement il ne sait pas pourquoi, métro, boulot, dodo. Donc ça, c'est quand même un stress qui est assez énorme, c'est-à-dire notre activité physique, notre activité intellectuelle, est-ce que vraiment elle a toute sa valeur, a tout son sens dans ce qu'on fait? Je ne suis pas persuadé que si je fais un sondage de toute la population, j'aurais 80% de personnes heureuses de ce qu'ils font comme activité professionnelle. Je ne suis pas certain. Alors peut-être qu'il y a une satisfaction, j'espère, hein, mais voilà. Alors j'ai travaillé en entreprise aussi par rapport à ça, et effectivement, il y avait ce stress quand même présent, même dans un emploi de cadre qui serait censé être le summum. Voilà. Peut-être que le summum c'est ministre d'ailleurs, je ne sais pas, on va pas en discuter. Mais en tout cas, même dans ce summum, il y avait des éléments de stress négatifs et qui, d'après moi, de toute façon, induisaient des tensions de toute façon et des impacts sur la colonne vertébrale et sur le dos, le mal du siècle, effectivement. Bon, ça m'avait amené aussi à travailler sur une notion d'école du dos avec des ballons, avec tout un système. Avec une gymnastique aussi adaptée? Avec une gymnastique adaptée, c'est-à-dire c'est un kinésithérapeute très très intéressant qui s'appelle André Petit, qui est à La Rochelle, qui a formé une école du dos sur ballon, des ballons de Klein-Vogelbart, c'est-à-dire des gros ballons. Ça, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est assez ludique. Donc en fait, insensiblement par le jeu, on va en fait s'amuser à redonner de la tonicité, de la liberté de mouvement et puis de la respiration au corps. C'est ce que je disais au début. Si on ne sollicite pas le corps dans ces secteurs, il va s'amoindrir. L'image qu'on a clairement, c'est qu'un jeune enfant, il est capable de se tortiller dans tous les sens. Et pourquoi l'adulte, il n'est plus capable de le faire? Parce qu'il ne s'est pas entraîné, il a laissé tomber cette possibilité. Bon, certes, il y a les cartilages qui se sont un peu solidifiés, mais malgré tout, il n'a pas entretenu cette possibilité. Voilà. Ce que tu me dis, ça me fait penser au fait que finalement, beaucoup ont choisi un travail parce que c'était acté dans leur famille qu'il fallait faire, par exemple, une école de commerce, quelque chose, cela. Et au final, j'ai l'impression qu'il faut retrouver du sens, retrouver le sens de ce qu'on aime pour faire quelque chose qui nous fait vibrer et être notre métier au final. Et j'ai l'impression que la kinésiologie a toute sa place là-dedans, dans le sens où ça nous amène à plus d'amour envers nous-mêmes finalement. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages comme avis? Alors la kinésiologie, est-ce que ça nous amène de l'amour pour nous-mêmes? En tout cas, ça amène de l'harmonie par rapport à notre énergie. Donc ça, c'est aussi une formation que j'ai faite, la kinésiologie, qui m'a amené à pouvoir en fait travailler sur les émotions. Et effectivement, ces émotions, si elles sont figées, on ne va pas pouvoir laisser couler cette notion d'amour de soi et de l'autre finalement. Donc on ne va pas pouvoir donner ou recevoir de l'amour. Donc ça va être très problématique. Et par rapport à ce que tu expliquais, c'est-à-dire le métier qu'on va choisir, effectivement, il peut y avoir des peurs projetées ou des peurs induites. C'est-à-dire, si je fais mes rêves, peut-être que je ne vais pas survivre. Et donc, quand je vais mourir, je ne pourrai pas vivre mes rêves. Bon, ben voilà, c'est ça. Donc, faire le métier auquel j'aspire ou l'activité auquel j'aspire, est-ce que c'est ça qui va me faire vivre? Effectivement, on entend beaucoup de sirènes qui disent non, c'est pas avec ça que tu vas vivre, c'est pas en faisant ça que tu vas vivre. Merde. Voilà, c'est un peu sous-jacent. Et la kinésiologie m'a permis, moi aussi, de travailler sur ces schémas aussi émotionnels et libérer un peu.
et surtout mettre en lumière l'intelligence du corps. C'est-à-dire le test musculaire va donner en fait une boussole sur le fonctionnement du corps et ses ressources. Et ces ressources sont assez larges. Et effectivement, la plus belle ressource, c'est l'amour. Hein. Effectivement, se reconnecter à cette espèce d'amour inconditionnel et absolu, peut-être duquel on vient, chacun le voit, et qu'on n'a pas reçu complètement quand on est arrivé sur Terre en naissant, puisque les parents, même avec l'amour qui nous ont donné, il y avait des conditionnalités, là aussi on pourrait en revenir, mais on pourrait en reparler. Mais voilà, c'est effectivement des choses qu'on a dû se construire avec cette notion d'amour. Ça, c'est un grand thème, ça, l'amour. Il y a plein de la littérature, voilà. Et puis justement, Mère Teresa qui parlait de la révolution de l'amour commence par un sourire. Sourions. Et du coup, sans aller jusqu'à l'amour inconditionnel, les gens peuvent reconnecter à leur instinct et à leur, comme tu dis, vu que le corps parle, ça amène, j'imagine, une autre écoute du corps et des émotions. Et je pense aux personnes, par exemple, qui sont en cours de reconversion et qui seraient pétrifiées par des peurs de parler devant quelqu'un, de peur d'être jugé, etc. Au final, dans une séance, toi, tu vas pouvoir travailler ces domaines, par exemple? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant ce que tu évoques parce que l'antipode de l'amour, hein, c'est Osho qui disait ça, mais c'est intéressant, je pense, c'est la peur, l'obscurité. Et en fait, la lumière, dès qu'on laisse rentrer la lumière, c'est un peu l'amour qui revient. Voilà, cette notion d'amour. Et effectivement, donc s'il y a une peur, c'est qu'on est figé dans quelque chose, un manque d'amour, en fait, et d'une certaine manière. Oui, on peut travailler là-dessus, pour autant que la personne le souhaite. Donc c'est déjà une volonté, pour autant qu'elle décide donc d'y aller et qu'elle accepte d'ouvrir sa conscience à ça. Parce que là aussi, il faut accepter d'ouvrir sa conscience à ça. Ce que je constate aussi parfois, c'est que les personnes, elles n'ont pas forcément cette envie, elles veulent simplement du confort. C'est-à-dire, ça me dérange, ça me dérange, il faut que ça disparaisse. Alors moi, c'est pas comme ça que j'invite les gens à... C'est pas la direction que j'invite à prendre, parce que ça me paraît voilà, pas complet, pas suffisant pour la personne. L'invitation, c'est effectivement de se redonner ses possibilités et de vivre ses aspirations et son être tranquillement. Et par voie de conséquence, une fois qu'on arrive à se trouver dans cet état-là, on retrouve une tranquillité et une paix. Et on n'est plus en conflit forcément comme on l'était avec les autres. Donc en fait, ça génère un bien-être qui va profiter à tout le monde finalement. Voilà, à toute la planète, on va dire. Voilà. Parce que je suis persuadé que les personnes violentes et les personnes qui sont... Il y en a, il ne faut pas se voiler la face, d'accord, hein, il y a des personnes extrêmement violentes qui sont dans une violence et qui pour moi se sont coupées de leur âme. Si l'âme n'est pas un gros mot, puisque c'est peut-être pas forcément... Voilà. Donc ces personnes qui sont là-dedans sont dans un désamour d'eux-mêmes qui est assez énorme. Si on leur permet de retrouver une sorte de paix par rapport à eux-mêmes et tout ça, ils n'auront plus besoin, j'allais dire, d'embêter les autres. Voilà, c'est comme ça que je le conçois. Mais est-ce que c'est faisable? Ça, c'est encore un autre débat. Et quels moyens on peut mettre en place? C'est un débat encore plus vaste. C'est pas si simple que ça. Je pense que des personnes qui sont partis dans une violence extrême, il faut aussi à un moment donné être assez ferme aussi par rapport à ces personnes avant de pouvoir leur permettre de s'ouvrir à une alternative. Voilà. Quand on décide, comme tu dis, consciemment que tel comportement, par exemple, de fuite par rapport à parler en public ou le comportement de fumer des cigarettes ou d'avoir d'autres addictions, quand on décide consciemment que, bah, ok, on veut plus de ça, on ne sait pas comment on va faire, on sait que ça va être peut-être un petit peu compliqué, est-ce qu'on peut venir te voir? Est-ce que tu as des outils pour accompagner les gens dans ces cheminements-là? Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. J'ai plein d'outils pour aller dans ces directions-là, sachant que le chemin, il est à la fois simple et complexe. C'est-à-dire comprendre et avoir conscience, c'est deux étapes indispensables, mais pas suffisantes.
Parce que si il suffisait de dire bah, je sais que je fume trop et puis je suis addict à ça, ça irait, quoi. On le saurait. Ça ne suffit pas pour décrocher. Enfin, pourquoi on n'arrive pas à décrocher? Bah, qu'est-ce qui fait qu'on reste axé là-dedans? Oui, il y a la physiologie, effectivement, la nicotine qui me rend dépendant, mais pas seulement. Pourquoi je suis spécialement dépendant de la nicotine? Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie, ce truc-là? Et pourquoi je me raccroche à ça? Et ça, c'est une étape de transformation qui nécessite de plonger dans le corps, de plonger dans l'être, dans ses couches profondes, et d'accepter cette plongée pour arriver à un état spécifique, à un état de présence. Un état de présence à notre liberté d'être vivant. Parce que la personne qui est dépendante comme ça, ce qui l'a fait souffrir, c'est de ne pas être libre, finalement. C'est d'être prisonnière de ça, avec les conséquences que ça a. C'est-à-dire qu'elle s'abîme. La nicotine ou la cigarette abîme. Les addictions à la drogue aussi, malgré ce qu'on peut dire. Ça abîme aussi. D'accord? Enfin, toutes les addictions abîment. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus dans l'ordre des choses pour la personne, qui n'est plus en harmonie spécifiquement, et la personne le sent de toute façon, elle le perçoit. Mais elle en est prisonnière. Elle n'a pas cette liberté. Voilà. Si on poursuit sur cet exemple, pour arrêter la cigarette, comment se passerait une séance? Est-ce que ce serait une séance type ou est-ce que ça dépend de la personne, d'où elle en est et de la rencontre avec la personne? Plutôt la deuxième possibilité, ça dépend vraiment. La cigarette, c'est quelque chose qui peut être débloqué en une séance ou pas. Tout dépend, j'allais dire, l'élan que va mettre la personne. La cigarette, c'est quelque chose qui va en fait permettre à la personne de se cacher de quelque chose. Ça va lui donner un brouillard. Et ce brouillard-là, il faut le mettre en lumière. Qu'est-ce qu'elle a voulu en fait masquer? Qu'est-ce qu'elle a voulu mettre au fond de sa cave? Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et qu'est-ce qui se rejoue systématiquement dans sa vie où elle a besoin de ça? Donc ça, c'est extrêmement important. Pour autant, c'est important de trouver une ressource de soutien aussi dans ce processus-là. Parce qu'un processus de changement, c'est un peu comme pour le sport. Si je me dis tout d'un coup, je vais me mettre à faire de la musculation, c'est bien beau, mais ce n'est pas en 2 jours que je vais ressembler à Schwarzenegger. Bizarrement. Bah, il faut quand même une gradation. Donc, pour cette personne qui veut arrêter de fumer, elle a besoin d'un soutien. Donc, quelles seront les ressources? Est-ce qu'elle arrivera à trouver des ressources personnelles dans sa vie? C'est possible, ça dépend. Ou est-ce qu'elle aura besoin, encore ponctuellement, de moi, de ce que je peux proposer comme travail, comme ressources, ou d'autres personnes. Voilà, donc c'est ça, le gradient pour savoir si une séance ou plusieurs séances sont nécessaires. Mais on peut véritablement décider d'arrêter de fumer, on peut le décider. Et après, l'intégrer dans son corps, voilà, ça c'est le pas supplémentaire. Et il y a effectivement de l'énergie à mettre. Parce que pour arrêter de fumer, j'imagine qu'on peut faire une séance de kinésiologie pour jouer sur le côté émotionnel et inconscient, et aussi peut-être après aller un peu plus loin avec un massage des fascias ou ce dont le corps aura besoin, parce que finalement il sera un petit peu ouvert et qu'il y aura des choses qui vont émerger. Alors, ce que tu viens de décrire, pour moi, ça c'est des ressources. Effectivement, c'est pas suffisant. Pour moi, il faut vraiment aller sur ce qui a appelé la personne à utiliser la cigarette parce que ça peut être, pour prendre un exemple concret, ça peut être l'histoire de la famille, ça peut être comme mon papa fumait, je fume, ou ça peut être comme j'avais pas, je me souviens de séances comme ça, comme j'arrive pas à trouver ma place en tant que femme et que je suis en tant que fille, en tant que jeune fille, etc. Je vais m'échapper par rapport à ça, je vais m'affirmer par la cigarette, et là, comme ça, j'aurai une emprise sur quelque chose, et puis j'aurai une possibilité de m'affirmer, et puis d'être enfin libre et assumé. Voilà. Mais le problème, c'est que si on ne met pas le doigt là-dessus, sur ce schéma de fonctionnement, c'est un peu comme si on restait avec des habits de l'enfance, mais qui ne sont plus du tout adaptés à notre taille, et à notre maturité et à notre état d'adulte. Et donc, on ne peut plus, en fait, les utiliser spécifiquement. Ils ne sont plus adaptés, mais on ne s'en rend pas compte. Il faut s'en rendre compte, et il faut faire de la décision, il faut décider de les poser à un endroit, et donc de remettre d'autres habits qui sont plus adaptés, et surtout de continuer à décider, et pas avoir la nostalgie de dire « mes habits, finalement, voilà ». Donc c'est véritablement un effort. Et donc ce que tu expliquais, la kinésiologie ou le travail sur les fascias, les massages, etc.,
ça va être quelque chose qui va donner de l'énergie peut-être, ou faire refaire circuler notre énergie, donc nous homogénéiser par rapport à notre décision, mais il va falloir que la personne plonge quand même un peu plus profondément là-dedans. Après, ça peut être fait de manière personnelle, il y en a qui arrivent à arrêter de fumer comme ça, en décidant, en claquant des doigts, c'est pas si simple, mais ils peuvent le faire, l'effort de volonté, et puis après se déprogrammer voilà, par la vie. La vie nous fait évoluer, hein, de toute façon, heureusement, et on est là pour ça aussi. Hein. Donc les circonstances de la vie, voilà, une femme qui tombe enceinte, c'est une belle occasion, c'est une occasion magnifique d'arrêter de fumer. Hein, et donc elle va le faire, elle va transcender son addiction pour le bébé. Et après, en voyant le résultat de ça, ben, ça va lui transcender, ça va lui donner l'envie de continuer à transcender ça, et puis à se libérer, et puis voilà, respirer. Quoi. Pourquoi j'aurais pas le droit de respirer? Ça me fait penser, tu sais, les chocs émotionnels, Oui. Ça reste une énergie, une décharge, et c'est comme si le jour où on avait un choc émotionnel, eh ben, on était traversé, mettons, par la décharge, et parfois, ben, il y a 80% qui passent et 20% qui restent. Et Tout à fait. moi, j'ai l'impression que le massage sur les fascias a cette efficacité-là pour vraiment faire une mise à jour cellulaire et pour pouvoir décristalliser un petit peu ce qui s'est joué dans les cellules. Est-ce que c'est ton avis? Ah, c'est absolument à 100%. Les fascias, c'est des zones de mémoire. Hein. J'avais une séance en fascia-pulsologie. Hein. Donc la fascia-pulsologie, c'est une méthode qui a été mise par Christian Carini. Ce n'est pas la méthode de fascia-thérapie qu'on voit en ostéopathie avec l'étirement des fascias, etc. C'est un petit peu différent. La fascia-pulsologie consiste à manuellement travailler sur les tensions des fascias et en les relâchant par un toucher spécifique. Voilà. Donc, dans une séance de fasciathérapie, j'avais travaillé sur une patiente et dans son tibia gauche, en fait, était inscrit une compression en hiver dans le noir et dans l'obscurité. Et en fait, ça m'a fait penser à quelqu'un qui tombait d'une trappe, en fait, dans un chalet en montagne. En me posant la question, mais oui, effectivement, j'ai fait une chute à la montagne. C'était inscrit sur le tibia. Ça m'a surpris à deux niveaux. D'une part, que ça soit inscrit à tel point et avec une telle précision dans les fascias, et deuxièmement, que ce soit localisé seulement dans le tibia. Elle s'était blessée le tibia ce jour-là ou pas spécialement? Elle ne s'était pas forcément complètement blessée, il y avait une mini-entorse, si vous voulez, enfin si tu veux. Il y a eu une mini-entorse, mais quand même, elle se souvenait quand même de la chute qui lui avait fait peur et qui avait surpris le corps et qui s'était inscrit. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des lésions intraosseuses. Il peut y avoir des lésions intraosseuses, c'est-à-dire un peu comme s'il y avait des faisceaux de tension qui se mettaient en place et qui restaient figés dans l'os. Ça, c'est des lésions qui peuvent intervenir après des fractures, des choses comme ça, ou des chocs, même s'il n'y a pas de fracture spécifiquement à la radio. Donc en fait, il y avait une empreinte qui restait, une mémoire qui restait dans le corps. Et les fascias, en fait, c'est vraiment des réceptacles à mémoire. Les fascias, pour qu'on redise, c'est tout autour des tendons et des muscles, c'est ça? Alors oui, merci de demander. Effectivement, les fascias, c'est des membranes qui étaient très négligées jusqu'à présent parce que, en fait, déjà, quand la personne meurt, elles disparaissent plus ou moins, et puis quand on découpe, on ne voit pas à quoi ça sert cette petite membrane. En fait. Mais en fait, c'est comme des membranes qui recouvrent différentes structures, mais comme des couches successives, un petit peu comme des couches d'habits. Il y a par exemple ce qu'on appelle des loges musculaires où on a des muscles qui sont organisés et qui vont être entourés d'un premier fascia. Et puis cette loge musculaire va être avec d'autres muscles à côté qui va être entourée d'un autre fascia. Et donc c'est des étendues comme ça qui peuvent être très longues et qui recouvrent quasiment l'ensemble du corps, hein, à part plante de pied, etc. Mais voilà, et qui vont communiquer avec toutes les parties du corps et le contenant de ce corps. Et le rôle de ces fascias, c'est les tissus de soutien, c'est du tissu conjonctif de soutien, c'est-à-dire qui va servir de maintien des vaisseaux sanguins, ça c'est extrêmement important, et des vaisseaux nerveux, enfin du système nerveux, des nerfs. Et la singularité de ces fascias, c'est de se resserrer, se crisper, ou pas. D'accord. Comme des habits qui peuvent rétrécir. Et donc vous imaginez bien que si vous avez un jean trop serré pour courir, ça va être très problématique.
thérapeutique. Ou comme quand on se baigne d'un coup dans l'eau et que c'est tout collé à nous parce que c'est mouillé. Voilà, exactement. L'image est intéressante aussi, effectivement. Mais voilà, si j'essaie de nager avec des vêtements, je vais sentir que je vais être engoncé. Et bien en fait, c'est ça les fascias. Et donc là, la fascia pulsologie, en l'occurrence, ou la fasciathérapie, consiste à travailler sur ces tensions de fascia à qui on va redonner toute leur liberté de mouvement, leur respiration. C'est un peu comme si on retrouvait des vêtements qui sont beaucoup plus amples, beaucoup plus libres, et on va pouvoir respirer. Et ces fascias, donc, en fait, ils reçoivent énormément d'informations psychiques, émotionnelles, et le stock. C'est ça que je reviens sur ce que tu disais. Et donc, le travail sur ces fascias peut permettre de libérer à un moment donné cette cristallisation, surtout si on s'accorde ce moment de paix qu'on n'avait pas eu, ce moment d'absorption, ce moment de détente. Voilà. Donc, ce travail massage sur les fascias, enfin, ce massage qui va concerner les fascias aussi, peut amener ça effectivement aussi. Voilà. Oui, donc il y a quand même une grosse partie qui reste la présence et la volonté de la personne. Tu vas toi faire une pratique qui va être d'autant plus efficace si la personne elle est vraiment là à 100% avec cette intention de se détendre et de se dilater un peu le corps, quoi. Alors oui, tout à fait. Pour moi, on fait une équipe de travail. Déjà, ça c'est un premier point. On est ensemble. C'est pas moi tout seul avec la personne. On fait une équipe. Par contre, cette volonté, elle n'est pas forcément claire dès le début, elle n'est pas forcément consciente dès le début, et on peut la clarifier et l'élargir. Voilà, à partir de ce moment-là, ça peut aller très loin, ça peut aller sur des choses très, très puissantes, très larges, très, très, très profondes. Ça, c'est important. Donc, on fait une équipe de travail. Et la deuxième chose, c'est pour moi, et je le dis sincèrement, en le pensant vraiment à 100%, vous êtes l'expert de votre propre corps. 24 heures sur 24, à chaque seconde, vous êtes avec votre corps, la personne est avec son corps, donc il n'y a pas d'autre expert que cette personne-là, cet individu, cette femme, cet homme, cet enfant. Parce que moi, je serais de toute façon étranger. Et donc, cet expert-là, eh ben, il faut que, voilà, je ne peux pas m'en passer. C'est comme si nous, on marchait dans le tunnel, mais c'est toi qui tiens la lampe, quoi. Oui, mais après, on va éclairer tous les deux le chemin. Voilà, ça pourrait être une image comme ça, sympathique, ton image. Et est-ce que je pense beaucoup, justement, donc toujours sur les fascias, j'ai l'impression que c'est quand même des vecteurs de mémoire. Oui. Parce que parfois, les gens peuvent avoir mal quelque part ou un problème récurrent qui ne va pas se régler. Et puis un jour, on vient pour un massage de détente des fascias et puis finalement, eh ben, hop, on touche du doigt ce qui gênait depuis tout ce temps, quoi. Oui, mais ça dépend aussi de la conscience et de la subconscience, c'est-à-dire une volonté un peu sous-jacente qu'on aurait effectivement à la science. Si on est prêt à s'entendre avec soi-même, on va s'entendre avec soi-même. Si on n'est pas complètement prêt à s'entendre avec soi-même, on va continuer à se boucher les oreilles. Il y a ces fameuses images des singes que j'aime bien, hein, c'est bon, enfin bref. Voilà. Donc oui, est-ce que je peux être comme ça avec moi-même? Oui, je peux ne pas écouter. Hein. Je me souviens de personnes qui expliquaient qu'ils avaient une migraine, mal à la tête, pas possible. Et quand on leur dit, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose, non, je suis habitué. Bon, ok, je suis habitué, mais c'est pas... Voilà, c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas. La douleur n'est pas normale, c'est pas un état normal, la douleur. C'est un état d'alerte. Ben voilà, et s'il y a une sirène qui retentit, hein, maintenant il y a des alarmes incendie dans chaque logement, ben, s'il y a l'alarme incendie qui fait du bruit, il faut en tenir compte. Donc voilà, est-ce que je suis prêt à m'écouter ou pas? Est-ce que je suis dans mon confort ou pas? Alors je peux décider d'être dans un inconfort, parce qu'effectivement j'ai investi de l'énergie, mais ça, je me suis écouté. J'ai tenu compte de mon inconfort, je l'ai mis à sa place, et puis je l'ai pris en compte. Par exemple, je prends toujours cet exemple un peu trivial, hein, c'est pas forcément ça que j'aimerais faire. Sur l'Everest, c'est quand même un exploit physique qui est très 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 éreintant. Il y a des personnes qui meurent en y montant ou en descendant. Donc on pousse les limites de l'être humain très loin. C'est pas, ils reviennent avec des doigts gelés. Et voilà. Donc là, c'est quand même un choix
d'investissement, d'inconfort, mais c'est un choix. Alors des fois, c'est pas fait dans une conscience complète. Hein. Ça non plus, il faut le dire. Mais il y a quand même, voilà, c'était pour répondre à la question. Oui, un simple massage, si la personne est disposée, on va dire, dans une disposition, un simple toucher peut... Mais ça serait valable pour n'importe quoi. Par exemple, vous êtes assis en train d'attendre le bus, vous êtes déprimé, triste, puis tout d'un coup, quelqu'un s'assoit à côté de vous, une petite grand-mère qui vous sourit, qui dit « Ah, ben, aujourd'hui, il y a du beau temps, hein, c'est super, moi je vais voir mon petit-fils, etc. » Vous allez commencer à engager la conversation, et puis tout d'un coup, elle va vous dire un mot ou deux, ou une parole, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui va s'éclairer. C'est possible, ça. Ou inversement, vous allez vous asseoir à côté de quelqu'un, alors que vous êtes déjà un peu mélancolique, etc. Quelqu'un qui est triste, et puis vous allez lui remonter le moral, ça va vous remonter le moral aussi. Donc voilà, ça peut être fait par la vie aussi, parce qu'on est dans une disposition. Voilà, mais si on a une disposition tout d'un coup, effectivement. Alors évidemment, c'est une relation. Ça va dépendre aussi de la personne. C'est une équipe. On ne joue pas de la même façon avec tous les joueurs, donc effectivement. Donc, voilà, il y a l'équipe qui est intéressée, évidemment. Ça, c'est sûr. Du coup, est-ce que tu penses que les symptômes sont vraiment un message du corps? Et sinon, deuxième question parallèle, est-ce que tu penses que parfois les douleurs sont une sorte de mise à jour cellulaire et que finalement ça ferait partie d'un processus du corps naturel aussi? Ou est-ce que ça n'est qu'une information et qu'il y a quelque chose à aller voir? Alors ça, c'est des questions très intéressantes et politiquement correctes, mais ça ne fait rien, on est dans l'ère du Verseau, on va y aller. Pour moi, oui, tout à fait. Voilà. Les symptômes sont l'expression de quelque chose de plus profond, d'un sens. Ça, c'est clair, net et précis, c'est mon expérience personnelle, c'est mon expérience professionnelle. Tant pis si je choque. Voilà. Après, la deuxième partie de ta question, c'était cette douleur. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut clarifier aussi. Qu'est-ce que c'est que la douleur? Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la douleur. Oui, c'est facile de dire j'ai mal, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Parce que, en fait, entre l'inconfort, la douleur et la souffrance, il y a une gradation qui est complètement différente. Je m'explique. Est-ce que quand je reviens d'avoir fait du sport, alors que ça faisait 3 mois que j'en faisais plus, c'est des douleurs ou pas? Pour moi, ce n'est pas des douleurs. Ça, c'est de l'inconfort, selon moi, selon mon critère. Des personnes vont dire « Ah non, non, mais j'ai des douleurs, je vais prendre une aspirine, etc. » Ce qui est d'ailleurs une erreur. Mais voilà, ça va être une douleur. Donc, pour moi, ce n'est pas une douleur, ça. La vraie douleur et la souffrance, c'est encore autre chose. D'accord? Mais cette souffrance et cette douleur, oui, ça va être effectivement quelque chose de différent. Dans le bouddhisme, en fait, on parle de la souffrance, en fait, la souffrance de vivre. C'est-à-dire que la vie, c'est un chemin de souffrance. Ben oui, parce qu'on on va vieillir, on va être malade, on va mourir. Donc en fait, on va perdre, on va devoir renoncer, on va devoir, voilà. Donc sans arrêt, on aura quelque chose, mais on devra tout de suite renoncer à ça. Voilà, on sera vivant, mais on sera mort. On sera aimé, mais finalement la personne aimée peut disparaître. Ah zut. Voilà, j'ai quelque chose, mais ça peut disparaître. Voilà. Donc sans arrêt, voilà. Et la source de cette souffrance, c'est le désir d'appropriation, c'est-à-dire le fait de vouloir absolument s'accrocher au rocher vivant sur lequel on est. C'est ça, en fait, le bouddhisme. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est la source de la souffrance, en fait. Et ce que je veux dire, c'est que la vie est un chemin de souffrance, mais cette souffrance, elle n'est pas gratuite, elle est initiatique, d'une certaine manière. Elle nous apprend quelque chose. Si on la subit et qu'on considère qu'elle est totalement gratuite et puis qu'elle va simplement nous anéantir, alors là, oui, ça ne va pas. Mais cette souffrance est pour moi une ouverture à quelque chose. Ce qui ne veut pas dire, alors là c'est le piège, qu'il faut être masochiste et rechercher la souffrance, ou accepter que cette souffrance soit j'allais dire, normale ou qu'on n'en fait rien. D'accord? Si j'ai une rage de dents et que j'ai un abcès dentaire, je ne vais pas... Il faut bien un médicament. Il faut bien soigner.
Donc oui, c'est quelque chose qui doit me faire bouger quelque part. C'est dans ce sens-là où c'est un chemin d'évolution, cette souffrance. Mais la souffrance, elle va être aussi un passage, c'est-à-dire ça va être incontournable. Je l'aurai de toute façon. Voilà. J'ai répondu un peu à la question, peut-être pas complètement. Oui, oui, et je me demandais, du coup, par rapport à cette gestion, bah, la gestion des émotions, la gestion de la douleur, comme s'il y avait quelque chose à gérer, à organiser, à manager, finalement. Les mots que j'emploie, c'est les mots classiques, mais c'est hyper rigide, en fait, en me disant, je m'en rends compte. Merci, parce qu'effectivement, j'allais dire, je n'adhère pas à ce vocabulaire. Gestion, non, pas gestion, vivre. Émotion, ça me fait toujours penser à emotion, le mouvement. C'est un mouvement, l'eau, elle bouge. Elle peut être figée comme la glace, mais elle peut bouger ou elle peut s'évaporer. Effectivement, l'eau, enfin, les émotions, c'est un mouvement. Et quand ça se cristallise, quand ça reste figé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'exprimer, et c'est souvent le cas quand on est enfant, comme dans le cas d'un enfant qui commence à pleurer et qu'on lui dit « Ah, arrête de pleurer, ça ne se fait pas ». Bon, ok, d'accord, très bien. Voilà. Ou alors on va dire « Ah, tu t'es fait mal, ah, le méchant truc, le méchant machin qui t'a fait mal ». Ça ne va pas non plus. Donc en fait, on va figer les émotions, c'est-à-dire tout d'un coup, je me suis fait mal, ça me fait quelque chose, je crie, ben, c'est tout, j'ai crié, et après je passe à autre chose. Les enfants sont extrêmement intéressants par leur innocence et leur insouciance, ou la spontanéité, parce que vous les voyez, ils sont à 100% authentiques normalement. Après, on va les façonner avec des règles, avec des fonctionnements. Et effectivement, la gestion comme tu le dis, des émotions, non, je ne pense pas que ça se gère. C'est comme le mental, de ne plus avoir de pensée, qu'on nous présente la personne qui n'a plus de pensée. C'est quoi? C'est un mur, c'est une brique, c'est pas possible. Alors être calme dans ses pensées, être posé dans ses pensées, être lucide dans ses pensées, être clair dans ses pensées, oui, ça serait quelque chose, un état qu'on peut trouver. Et d'ailleurs qu'on peut trouver quand on fait une activité passionnante, qui nous passionne, on va être centré là-dessus, et petit à petit, ça peut être une activité physique, hein. Ça c'est très intéressant, l'activité physique, parce que justement on parlait des fascias, mais ça va homogénéiser le corps et l'esprit. Et bien en fait, on va avoir des pensées qui sont petit à petit, qui sont juste présentes. Mais il y a des pensées quand même. Voilà. Et du coup, ça me fait penser, par exemple, pour des personnes qui sont en traitement ou en post-traitement de cancer, ou alors les personnes qui sont sur des maladies, des maladies long cours, des maladies à répétition, quoi, en permanence. Comment est-ce que tu peux justement les accompagner pour vivre leur douleur ou leur souffrance? Du coup, je ne sais pas de quoi il s'agirait. Ben, c'est à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire, je vais résumer ça en une phrase un peu lapidaire. Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Donc, quelle conscience je mets sur mon chemin? C'est quoi ma vie? Et très souvent, des personnes qui sont dans un chemin de maladie comme ça, qui sont dans le système médical, vont en fait, ça va être dur à entendre, mais en fait, se victimiser, c'est-à-dire dire ah ben, ça m'est tombé dessus, pas de chance. Voilà. Et ceux qui arrivent à transmuter ça, c'est une transmutation, souvent c'est des personnes qui ont changé de perspective, qui se sont dit bon, c'est un état de fait, maintenant on y va. Et maintenant, qu'est-ce que je m'accorde que je ne voulais pas m'accorder? Qu'est-ce que je me donne maintenant qui me manquait? De quoi j'ai besoin? Et il ne faut pas construire tout un échafaudage en disant je ne peux pas. Voilà. Et pourquoi pas? Voilà. Donc, mais voilà, quand on est à un certain stade de détérioration du corps, de l'organisme et de l'état psychique et émotionnel, etc., qui va avec, effectivement, c'est pas si simple de remettre, voilà. Hein, c'est un peu comme si une maison est complètement délabrée, que le toit s'est effondré, que les murs commencent à être lézardés à cause de la pluie. Ça ne sera pas évident de reconstruire ça très rapidement. Et on peut être en fait débordé par la tâche et le temps qui nous est accordé pour rectifier le tir. Il y a une limite à notre présence sur Terre, quand même, hein, et notre matière, notre matérialité.
Mais pour autant, l'esprit ou la conscience qu'on est, elle est riche de ça aussi. Elle peut aussi s'enrichir et, euh, et s'épanouir. Et d'ailleurs, ça me fait penser que parfois, eh ben, c'est vrai que certaines personnes ont besoin sur leur chemin de plusieurs grandes maladies, Oui. d'aller jusque vraiment au fond du burn-out et d'avoir vraiment ben, le corps qui lâche ou alors le mental qui lâche pour laisser place à autre chose. Mais dans ce cas-là, et ben, du coup, je crois que, comme tu dis, ben, redonner sa place au corps, redonner déjà de la détente au corps, c'est peut-être un premier passage pour aller vers nos émotions. Du confort et du plaisir. Même ces deux notions-là sont déjà intéressantes à travailler sur des personnes malades. Confort et plaisir. C'est pas évident que les personnes arrivent à le vivre. Ils vont dire j'ai trop mal. Oui, mais bon. Parce qu'on peut faire des petites choses, on peut faire des petits massages de la main sur des zones qui sont sans douleur. Il y a des trucs effectivement extraordinaires. Le massage du visage, le massage des pieds, le massage des mains. Il y a toujours des zones sans douleur. Des huiles essentielles qui vont vous faire respirer, tout d'un coup vous aurez l'impression d'être dans la nature. Ça peut être régénérant et assez miraculeux. Mais voilà, pourquoi on ne se l'accorde pas? Et là aussi, je suis dans un système de santé, pourquoi je n'ai pas pris mon autonomie? Et comme je disais, l'expert de votre propre santé, c'est qui? Est-ce que vous admettez que c'est vous, oui ou non? Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais si vous êtes l'expert de votre propre santé, amenez la conscience de cette expertise. C'est vous qui savez. Et puis, aussi, ça peut être complémentaire. On peut, j'imagine, utiliser des médications classiques parce que c'est comme ça en ce moment, parce que il faut tenir, on a des choses à faire et on ne peut pas faire autrement. Et en parallèle, commencer à s'autoriser, commencer à ouvrir la porte vers un mieux-être et de la détente. Tout dépend qui on est et quelle relation on a avec son propre corps, avec ses ressources, avec ses possibilités. Oui, il y a des personnes qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin d'une assistance, qui ont besoin de tout ça. Donc voilà. Et puis on est une collectivité, hein, on est là pour se soutenir normalement. On est une communauté, il faudrait espérer. Voilà, donc effectivement, il y a un système de santé, il y a un système éducatif, il y a un système militaire, il y a un système policier, il y a un État. Voilà, tout ça, c'est fait pour maintenir quand même une cohésion, une possibilité, un soutien. Et bien oui, quelle place on va avoir là-dedans et quels sont les besoins là-dedans, ça va être vraiment individuel. Il ne faut pas commencer à... Voilà, il faut se respecter, évidemment. Les médicaments, le système médical, on va dire classique. Bon, il y a toute sa place aussi pour la personne, si elle pense que c'est ça qu'il lui faut. Voilà. Et puis c'est aussi, je trouve... Pardon, excuse-moi de t'interrompre. Ce que je voulais dire, c'est que, pour reprendre le cas de ce que tu expliquais de personnes chroniques qui sont dans des maladies chroniques graves, hein, qui sont inscrites là-dedans, est-ce qu'elles se sont à un moment donné posé la question, l'alternative? Moi, j'ai l'impression, d'après mon expérience, qu'on ne leur a pas proposé d'alternative, on leur a dit c'est ça ou rien, c'est ça ou la mort. C'est un peu radical. Peut-être qu'il y a la possibilité de prendre un peu de relief et puis de voir un peu la vie, justement, avec un point de vue un peu plus nuancé, peut-être plus large ou plus différent. Alors, bon, on ne va pas parler des heures parce que ce serait polémiqué. Mais... En tout cas, moi je crois qu'il faut en faire l'expérience et se dire qu'à un moment donné, si on a regardé cette vidéo, c'est qu'il y a le thème qui nous intéresse. Par exemple. Et que, en fait, chacun, comme tu dis, et on est notre propre médecin, et à un moment donné, c'est à nous de faire l'expérience et c'est à nous de goûter, de dire ok, j'ai essayé ça m'a fait du bien, je recommence si j'ai envie. Ça m'a pas fait du bien en ce moment dans ma vie, donc je ne le fais pas. En tout cas, je mettrai toutes tes coordonnées en bas d'ailleurs, ce sera sur ton site disponible. Est-ce que tu veux terminer cette conversation par le mot de la fin ou un thème qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder? Soyez heureux et soyez votre propre guide. Voilà. Bon, on va rester là-dessus. Une belle fin. Merci. Merci. Merci.